Merci beaucoup de nous avoir, à la technique, de nous avoir fait écouter Destinée, une chanson de Guy Marchand, mais bien entendu composée par Vladimir Cosma, qui est notre invité pour cette heure et demie d'émission. Nous en sommes au tout début pour ceux qui viennent de nous rejoindre, puisqu'elle s'achèvera vers 13h30. Avant de présenter notre invité, d'introduire plutôt notre invité, parce que tout le monde le connaît, mais une petite anecdote d'Arnaud Guyot-Janin sur Guy Marchand et sur cette chanson surtout. Oui, alors d'abord, il s'agit d'un film de Claude Zidi. C'est les Sous-doués en vacances, qui suit d'une certaine façon les Sous-doués, du même Zidi, déjà musiqué par... Est-ce que c'était d'ailleurs musiqué? Non, je ne crois pas que c'était musiqué par vous, les Sous-doués passent le bac. Non, le premier Non, je ne crois pas. Sous-doué, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. D'ailleurs, je ne sais pas moi. qui l'a fait, mais c'était pas vous. Moi non plus, c'est pas resté Dans les annales. dans les annales éternellement. Oui, alors, il y a 6 mois, quand je vous ai reçu à ce même micro, je vous avais sélectionné 12 ou 13 musiques de vos films, et j'avais exprès, je n'avais pas passé Destinée, je n'avais pas passé non plus La Boum. Et j'avais cru comprendre que vous n'en étiez pas forcément très satisfait, contrairement à ce que je pensais, parce que c'était des tubes qui avaient très 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 bien marché. Et moi, je pensais au contraire que comme c'était des évidences, précisément parce que ça avait beaucoup marché et que c'était quand même maintenant relativement connu, c'était pas forcément ce que vous attendiez de plus. Or, j'ai l'impression que finalement, l'adéquation entre le succès de vos musiques de films et l'hommage que vous pouvez rendre à ces musiques que vous avez pu composer et qui ont pu marcher au niveau du public, c'est ça qui vous intéresse le plus et c'est ça qui vous, d'une certaine façon, qui vous sied le plus. Écoutez, c'est plutôt ce que vous venez de dire. Je ne sais pas d'où vous avez sorti ma réticence vis-à-vis de mes succès. Au contraire, je suis très content d'avoir fait La Boum, d'avoir fait Destinée, d'avoir fait toutes ces musiques. Elles font partie de mon existence. Elles me poursuivent tout le temps. Vous savez, ce qui est, ce qui est très étonnant pour un compositeur, c'est on est toujours très, très étonné quand on fait des grands succès qui rencontrent les faveurs du public, etc. Et qu'on n'est pas du tout, contrairement à ça, on est complètement désemparé quand on fait une musique et qui ne plaît pas ou qui n'a pas la carrière qu'on imaginait. Parce que le succès, en fait, c'est ce qui nous guide et c'est ce qu'on souhaite avoir. On écrit pour le public, on écrit pour nous-mêmes, mais le regard de l'autre, du public, est très très important, sinon plus important que le nôtre, personnel, parce que ça nous conforte dans une idée ou ça nous éloigne de ces idées. Alors que l'échec est quelque chose d'incompréhensible. On fait toujours les mêmes efforts pour écrire de la belle musique qui touche le cœur des gens, et quand ça n'arrive pas, c'est la consternation. Alors, moi, j'étais peut-être aussi victime du syndrome Guy Marchand, puisque Guy Marchand n'avait pas aimé du tout au départ Voilà, chanter cette chanson, cette musique, et qu'il a finalement réussi, grâce à Zidi, à pouvoir la chanter normalement et très très bien, et depuis c'est devenu un succès énorme, alors même que Guy Marchand continuait lui-même de ne pas tellement aimer cette musique-là. Guy Marchand, c'était un personnage un peu ambigu. J'ai eu beaucoup de problèmes avec lui concernant cette chanson et par la suite concernant nos rapports directs. En fait, il pensait que c'était une charge que j'avais fait avec cette chanson, qu'il fallait la chanter d'une manière très appuyée, très langoureuse, etc. Et il l'a chantée d'une manière comique. Alors, pour moi, il n'y a pas de musique comique. La comédie se souligne par les compositeurs font des parodies ou à la manière de, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mes musiques de comédie ne sont jamais parodiques ni moqueuses. Donc, il faisait exactement le contraire de ce que je souhaitais. Et au moment de l'enregistrement, il a commencé à la chanter en faisant des tonnes et des tonnes.
Et je m'entendais pas. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, si c'est comme ça, moi, je retire la musique du film. Et je me suis adressé à Claude Zidi, qui était là, et je lui ai dit, écoute, Claude, je ne peux pas laisser la musique être chantée et interprétée comme ça, donc je la retire. Alors, il a compris que c'était sérieux. Il a parlé à Guy Marchand, il lui a expliqué ce qu'il voulait. Il lui a surtout demandé de le faire et de le jouer comme je lui demandais, de la chanter, ce qu'il a fait. Et il a très bien chanté. Et actuellement, dans l'enregistrement que vous venez d'entendre, elle est chantée sans charge, sans rien. Je lui ai dit, chante comme si c'était la plus belle mélodie du monde que tu entends. Et il y Voilà. arrive. Voilà. Alors, il faut préciser aussi que dans Le Père Noël est une ordure, on retrouve cette chanson Destinée pendant 1 minute. Oui. Hein. Ça a été repris à Un l'époque clin d'œil. par Jean-Marie Poiret, me semble-t-il. Oui, d'abord, c'était pas pendant 1 minute, c'était beaucoup plus. Ah, c'était beaucoup Oui, plus long oui. que ça. Oui, tu oui. danses, ouais. Oui, c'était Ah, la d'accord. chanson en son entier. Même du générique Oui, non, c'était au moment où les deux dansaient. C'est ça. Il y avait une Clavier et l'ermite, je crois, oui. Voilà, c'était une scène très importante où il était prévu de prendre un disque. Moi, j'étais censé de faire la musique du film, sauf cette chanson qu'on devait piocher dans le répertoire. Et les metteurs en scène et Poiret et tout ça, ils avaient pensé à une chanson de Julio Iglesias qu'ils avaient voulu mettre pour illustrer cette charge-là. Et 2 jours avant le mixage du film, j'ai reçu un coup de téléphone désespéré de Jean-Marie Poiret qui m'a dit, écoute Vladimir, il y a un problème très grave, c'est que nous n'avons pas les droits de la chanson de Julio Iglesias, qui ne voulait pas donner sa chanson pour ce film-là. Et il me demande, est-ce que tu n'auras pas quelque chose qui pourrait remplacer cette chanson-là sur une scène très importante, puisqu'ils dansent tous les deux. Et tout d'un coup, il m'est venu en tête cette musique, mais qui était déjà prise et qui était déjà un grand succès, puisqu'elle était dans les top des charts sur Europe 1 et tout ça. Et je dis, écoute, c'est possible, j'ai une chanson qui est un grand succès, mais il faut avoir les droits des ayants droit, ça veut dire les droits de Guy Marchand, des autres qui ont participé, et surtout de Claude Zidi. Et voilà, donc ils ont obtenu les droits d'utiliser cette chanson, donc c'est devenu une deuxième utilisation de la chanson, et ça a déclenché un succès encore plus grand que dans la première, ce qui fait qu'actuellement, on ne sait pas pour le public si Destinée c'est la musique des Soudoués en vacances ou de la musique du Père Noël est une ordure. Mais comme vous l'avez dit, Guy Marchand est resté avec cette espèce d'idée que c'était pas la musique qu'il aimait chanter. Lui, il croyait que c'est un chanteur de jazz et éventuellement de tango, alors que c'était pas un chanteur de jazz, de tango peut-être, mais de jazz pas du tout. Enfin, on avait des discussions à ce sujet, mais la chanson est devenue le plus grand succès que Guy Marchand a eu de toute sa vie, quoi. C'est paradoxal. Voilà. Et il l'a rejeté, sauf presque à la fin de sa vie, où curieusement, il a refait une version de Destinée à sa manière, très mauvais, à mon sens. Ah bon? Oui. Vous devez la voir, ça existe. Mais dans le cadre d'une émission de télé Non, il a fait un enregistrement. Dans un point disque. C'est incroyable, il n'aime pas cette musique, il l'a refait mal. Oui, il l'a refait mal parce qu'il garde un peu de son image. Et il croit qu'il va l'améliorer. Oui, voilà.
Alors, merci beaucoup pour ces explications autour de la chanson que nous venons d'écouter. Donc, quelques mots de présentation de notre invité de ce matin. Donc, Vladimir Cosma, vous êtes né en 1940 à Bucarest, dans une famille de musiciens. Voilà. Votre père Théodore Cosma, était un pianiste, un grand chef d'orchestre. Grand chef d'orchestre en Roumanie, chef d'orchestre de l'orchestre d'État Electrecord. Electrecord, c'était la maison de disques en Roumanie. Et moi, j'ai commencé à écrire des arrangements et des musiques à l'âge de 12-13 ans pour l'orchestre de mon père en Roumanie. Et à l'époque, vous êtes notamment formé au sein de la prestigieuse Université nationale de musique de Bucarest. De Bucarest, oui, le conservatoire de musique de Bucarest. L'équivalent de notre conservatoire national que vous fréquenterez après votre arrivée à Paris. Voilà, exactement. Au début des années 60, 1962, si je me trompe pas. Je suis arrivé en fin 61, je crois. Et donc, vous êtes devenu très vite un des grands noms des musiques de cinéma en France, récompensé notamment par 2 Césars, mais aussi 2 séries télévisées comme Château Vallon ou de dessins animés comme Les Mondes Engloutis. Je cite 2 titres de 1985. Astérix. Et Astérix. Bien sûr, on va citer beaucoup de vos réalisations, mais je précise d'entrée que vous avez publié je le montre, puisque nous sommes aussi accessibles par la voie des images, que vous avez publié en septembre 2022 aux éditions Plomb, donc vos mémoires sous-titrés Du rêve à reality, et livre que pourront se procurer les auditeurs de Radio Courtoisie le 4 juin prochain au restaurant Doina, 149 rue Saint-Dominique, où vous serez présent pour une séance de dédicace à partir de 18h. N'est-ce pas, Florine Popescu, vous qui avez organisé cette rencontre? Tout à fait, oui. Merci Florine. Alors, on vient de le dire, vous êtes né à Bucarest. Quel lien culturel avez-vous conservé avec votre pays natal? Est-ce que, par exemple, vous avez beaucoup fréquenté à Paris la diaspora? On pense au dramaturge Eugène Ionesco ou au philosophe Émile Cioran. Écoutez, j'ai beaucoup fréquenté Émile Cioran. Moins Eugène Ionesco, qui m'a fait un accueil assez froid en disant qu'il n'a rien de liaison avec la musique, etc. Bon, il n'a pas été très chaleureux, alors que Cioran a été très, très gentil. Et c'était l'époque où Cioran n'avait pas la célébrité publique qu'il a acquis par la suite. Il a été connu par les Roumains, par tout ça, mais je me rappelle qu'il était insomniaque, il ne dormait pas la nuit. Et pour le voir, pour discuter avec lui, on se rencontrait devant les jardins du Luxembourg et on se promenait jusqu'à 4h, 5h du matin dans les allées du jardin. Et voilà. Vous avez fréquenté d'autres écrivains ou d'autres poètes ou d'autres philosophes éventuellement roumains sur Paris ou pas tellement finalement? Écoutez, je n'ai pas cherché à rencontrer des gens particulièrement. J'ai fréquenté beaucoup ce restaurant de Monsieur Popescu, qui est parmi nous, tout ça. D'abord parce que c'est un très bon restaurant qui a une couleur très particulière, avec des plats roumains qui me rappellent mon pays d'origine et qui me plaisent, quoi. Voilà. Et à cette occasion, il se faisait qu'il y avait parfois des Roumains que je rencontrais à droite, à gauche des tables, et je parlais avec eux. Il y avait mon père qui vivait et qui venait dans ce restaurant aussi. Alors, le journaliste Lucien Romier qualifiait avant-guerre la Roumanie de carrefour des empires morts, songeant à l'Empire ottoman, à l'Empire russe et à l'Empire austro-hongrois. Est-ce selon vous également vrai au niveau musical?
Et est-ce que ces apports divers qui ont forgé l'âme roumaine ont eu une influence sur votre écriture musicale? Écoutez, j'ai pas bien retenu le nom que vous m'avez cité d'un philosophe ou de qu'est-ce qu'il était. Lucien Romier, qui était historien et journaliste au Figaro. Bon, écoutez, je lisais pas le Figaro à ce moment-là, mais le nom me dit rien du tout. Mais enfin, peu importe. La Roumanie est un petit pays. Petit, je dis, par rapport au grand, parce qu'il y a presque 20 millions d'habitants. C'est un pays pas loin, qui jouxte la Russie, mais qui est le seul pays latin dans cette partie du monde, puisque tous les autres pays sont d'origine slave et leur langue est aussi d'origine slave ou turque, etc., que la Roumanie a gardé sa spécificité et a gardé sa langue euh, qui est d'origine latine. Et des mots, beaucoup de mots roumains, on disait que tous les Roumains parlaient le français, et c'est un peu moins vrai que dans ma jeunesse, mais quand même, si vous parlez le français, vous pouvez bien vous débrouiller en Roumanie et vous faire comprendre. Mais vous disiez dans vos mémoires que le folklore, au bon sens du terme, roumain, les cultures locales, l'âme nationale roumaine avaient été relativement préservées ou protégées par le régime communiste de l'époque. Écoutez, et vous le disiez d'autant plus que, je crois savoir que vous n'êtes pas particulièrement d'obédience communiste. Écoutez, je ne suis pas d'obédience communiste, mais je ne suis pas non plus contre les communistes et le communisme tel que je l'ai connu dans ma jeunesse. Vous savez, les choses changent beaucoup avec les temps. Aujourd'hui, on vit dans des temps où la droite, la gauche, les communistes, tout ça, ça n'a plus rien à voir avec ceux qui étaient il y a 20 ans. J'ai connu des gens qui étaient de pensée communiste et qui étaient des gens admirables comme Yves Montand, Jean Vienner, Catherine Sauvage, beaucoup d'artistes français importants qui avaient la foi communiste et y croyaient. C'était des gens bons et assez généreux. Et les communistes encourageaient la, les musiques nationales, les écoles nationales. Et en Roumanie, il y avait de quoi faire parce que le folklore roumain est très riche. Il n'a pas changé ce qui est propre au folklore d'une manière générale parce que les folklores restent les mêmes à travers les siècles. Ils n'évoluent pas. Et vous trouvez aujourd'hui le même folklore qui était il y a 100 ans ou 150 ans. Donc, à travers le folklore, vous avez l'histoire de la Roumanie qui est toujours là. Et donc, les communistes nous encourageaient notre inspiration du folklore, à partir du folklore. Est-ce que ce n'est pas le cas de toutes les idéologies politiques ou de tous les pouvoirs, de tous les régimes politiques en Roumanie qui finalement transcendaient d'une certaine façon l'âme nationale, la culture locale, la culture enracinée roumaine, transcendaient d'une certaine façon les partis pris politiques, que ce soit communistes ou autres? Parce que je sais que, par exemple, au moment de la libération, c'est ce que vous dites dans votre livre, le communisme a délivré la Roumanie. Donc c'est une manière que vous avez d'avoir une dette envers cela. Mais après, ils ont commis des crimes effrayants et une politique de répression sanglante, criminelle, qu'on ne peut pas non plus nier. Écoutez, vous êtes assez dur avec ce qu'ils ont fait les communistes. Moi, je ne suis pas si docte que vous. Je ne sais pas les crimes, je peux pas les accuser alors que j'ai vécu là-bas. Je ne peux pas accuser les Roumains de crimes terribles tels que vous dites, ou des crimes plus grands que ceux qui ont été perpétués en France ou dans l'Occident à la même époque. Alors, pour en terminer avec cette conversation sur la Roumanie, avant de repasser sur le cinéma, peut-être encore une question, vous le citez dans vos mémoires, sur
le retour, et on vient d'inaugurer une statue à son effigie à Paris, de la musique de George Enescu, qui passe pour l'un des plus grands compositeurs roumains. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui ? Bah, écoutez, je peux dire, évidemment, George Enescu est un monument roumain et il est resté, il restera pour toujours. Il s'est lui-même inspiré du folklore, beaucoup. Beaucoup. Il s'est inspiré. Ses œuvres les plus connues sont les rhapsodies roumaines, numéro 1, numéro 2, les deux rhapsodies, qui sont en fait des arrangements qu'il a faits sur des œuvres très très connues du folklore roumain, l'Alouette et d'autres. Donc, voilà, il a été... Et même dans ses œuvres classiques qu'il a faites, les sonates de violon et tout ça, il y a une très très grande influence roumaine. Écoutez, c'est l'indicatif en plus, la première rhapsodie roumaine de George Enescu, d'une autre émission de Radio Courtoisie, le Libre Journal des littératures. Je crois que son animateur nous écoute, donc je le salue. Nous allons maintenant écouter une chanson d'un autre chanteur français récemment disparu, Herbert Léonard. C'est la bande originale de Château Vallon que vous avez donc composée en 1985. Voilà, c'était Puissance et Gloire, la bande originale de la série Château Vallon, chantée par Herbert Léonard, mais composée par notre invité de ce jour, Vladimir Cosma. Vous écoutez Radio Courtoisie. Il est 12h30 en ce jeudi de l'Ascension et je suis aujourd'hui assisté d'Arnaud Guyot-Janin et de Florin Popescu pour évoquer donc l'œuvre de Vladimir Cosma, surtout en présence du maître. Alors, concernant le cinéma, quel a été votre rapport initial au cinéma avant de devenir compositeur de musique de film, et quel a été le déclic qui vous a poussé vers cette spécialité musicale ? Écoutez, j'étais jamais un grand fan de cinéma et je m'intéressais pas particulièrement au cinéma et à la musique de film. Et toute ma jeunesse, j'étais amoureux de la musique classique, de la musique de jazz, mais de la musique en général, mais pas des formes de spectacle qui font appel à la musique, comme le cinéma ou les pièces de théâtre. Donc, j'ai découvert le cinéma surtout au moment de la collaboration que j'ai eue avec Michel Legrand, qui m'a appelé pour devenir son assistant. Donc on est en 1968 à peu près. Voilà. Et pendant 5 ou 6 ans, j'étais l'assistant, on dit le nègre, mais... Peut-on le dire ? On peut. Nous pouvons. Par les temps qui courent, dire nègre, c'est un peu péjoratif. Donc, vous étiez l'assistant donc de Michel Legrand, au départ, notamment pour un film d'Yves Robert de 1968. Au début, c'était... c'est-à-dire, j'ai remplacé Michel Legrand sur Alexandre le Bienheureux, qui était le premier film dont j'ai composé et signé la... Mais vous travailliez déjà avec lui. Je travaillais déjà avec Legrand et j'avais découvert, de par Michel Legrand, qui faisait beaucoup de musique de film, j'ai découvert le cinéma. Donc, je me suis plongé dans la musique de film et j'ai vu qu'il n'y avait pas une spécificité pour moi particulière dans la musique de film. Il faut faire de la belle musique et l'utiliser au cinéma, ça lui donne un intitulé de musique de film. Mais il n'y a rien de particulier. Et ceux qui font de la musique de film, entre guillemets, font une musique descriptive, qui n'est pas du tout le cas de ce que je fais et ce qui m'intéresse à faire dans la musique. Alors, je considère que
Si vous prenez une symphonie de Mozart et vous la mettez sur n'importe quelle image, une jolie femme sur une douche, sous une douche, ou une rencontre, ou n'importe quoi, ça devient de la musique de film. Mais en fond, c'est de la musique de Mozart tout court. Oui, c'est très important dans ce que vous nous expliquez sur le rapport. C'est effectivement la musique qui est première et qui après va acquérir même les grandes musiques de film vont acquérir leur propre renommée à côté du film et peuvent s'extraire et être d'ailleurs représentées comme vous le faites régulièrement sur scène et comme un concert de musique. Et toujours sur Michel Legrand, donc le compositeur des Parapluies de Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais que retenez-vous de son savoir-faire et de sa passion pour la musique et pour les comédies musicales, en l'occurrence? Écoutez, Michel Legrand, en dehors du fait que j'ai travaillé pour lui, c'était une de mes idoles quand j'étais jeune. Et c'est un musicien que j'admire et que j'ai admiré et que je continue d'admirer profondément. Et je trouve que ce qu'il a fait, notamment pour la musique légère, les arrangements, les premiers arrangements qu'il a fait de ses premiers disques, I Love Paris et tout ça, les films, le disque sur Vienne, sur les valses de Vienne, etc., sont des disques très importants et il a donné des lettres de noblesse à la musique de variété, qui était une musique un peu de deuxième catégorie. Bon, lui, il l'a hissé au niveau de la grande musique qu'on écoute. Et voilà. Alors, on a vu avec Château Vallon et avec Destinée auparavant que certains de vos morceaux sont devenus des classiques de la variété française. Est-ce que vous considérez que vos musiques sont populaires car on retient aisément les airs, quand on les identifie bien? Est-ce qu'au fond, vous vous définiriez également comme un mélodiste? Oui, mais à la seule différence de ce que vous venez de dire, c'est que je ne considère pas que les musiques, que les mélodies qu'on retient, ça veut dire une bonne mélodie. Parce qu'on retient aussi des mélodies qui sont d'une banalité incroyable et qui deviennent des choses très, très connues. Personnellement, je trouve qu'une musique, qu'elle soit de film, qu'elle soit chanson, qu'elle soit doit garder le droit à la noblesse que la musique lui donne et ne pas chercher le goût du public. C'est le contraire qui doit se passer. C'est-à-dire que la musique doit garder sa stature et le public doit aller vers la bonne musique. Alors, nous évoquions Michel Legrand. Est-ce que vous considérez également qu'un compositeur comme Georges Delerue atteint justement ce que vous êtes fixé comme objectif musical, c'est-à-dire de produire de la musique qui en elle-même fait partie justement de cette grande et noble musique auquel vous avez toujours aspiré? Voilà, on pense ici au Mépris ou à Dien Bien Phu comme film. Est-ce que vous le classez aussi parmi les... Écoutez, c'est personnel ça, mais je ne considère pas Delerue comme un très grand compositeur. Je ne trouve pas qu'il a une personnalité musicale, que ses musiques, ses thèmes, tout ça. Ouais, après sa mort, il ne reste pas beaucoup de choses de Delerue, comme il reste d'autres compositeurs. C'est un musicien digne de respect, mais il n'a pas une propre personnalité qui le hisse sur le piédestal des plus grands. Merci. Je ne sais pas si tu... Au début des années 80, je me rappelle, j'étais tout petit et je écoutais avec beaucoup d'intérêt vos musiques. J'achetais les disques, etc. J'écoutais vraiment...
Bah écoutez, les 500 musiques de films que vous avez fait, ça serait impossible. En tout cas, les plus grands succès et puis certains moins connus. Et je me rappelle qu'effectivement, celui dont on parlait parallèlement à vous, dans une autre mesure que la vôtre, parce que Delerue n'a pas fait beaucoup de comédie, donc c'est très différent de ce que vous avez pu faire, même si vous avez fait aussi Le Bal et d'autres films qui étaient des films qui n'étaient pas comiques, Diva, qui a eu un grand succès aussi, etc., etc. Mais les deux, me semble-t-il, musiciens de films au début des années 80, qu'on retient le plus dans le public, c'est Vladimir Cosma et Georges Delerue. Vous étiez conscient de ça à l'époque ou pas du tout? J'étais conscient que Georges Delerue, c'est un grand nom, parce qu'il faisait des films de grands metteurs en scène qui avaient la cote du public et une grande qualité en tant que film. Donc, il bénéficiait de ça, ce qui n'était pas tellement mon cas, puisque moi, j'ai fait des comédies, entre guillemets, qui étaient un peu méprisées par la critique, Oui. par tout ça, des films de Funès, Pierre Richard, etc. Pierre Richard et toutes les comédies. Je luttais avec cette espèce d'image préfabriquée de moi qui m'associait au type de film. Mais je rêvais d'avoir des grands metteurs en scène qui tout d'un coup me mettent sur un... Cela dit, votre personnalité musicale et cinématographique me semble beaucoup plus forte que celle de Delerue. Pour identifier une musique de Delerue, c'est pas facile. Il faut écouter ces musiques-là pour se rendre compte qu'effectivement, elles sont de Delerue. Alors que Cosma, on reconnaît la patte Cosma. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous en rendez compte surtout? Écoutez, je reconnais puisqu'on me l'a souvent dit. Ah oui, on me l'a souvent dit et je n'ai jamais très bien compris. C'est-à-dire que je demandais... Les gens me disaient, mais dès qu'on entend 3 notes de vous, on sait que c'est votre musique. Alors que je trouve qu'il n'y a strictement rien à voir entre le Rabbi Jacob, la boum, l'as des as, et tout ça. Mélodiquement et sur le plan orchestral, c'est des musiques complètement différentes et qui n'ont pas un lien que une forme de sincérité qui m'est propre et peut-être, c'est-à-dire je ne fais pas des musiques à la manière de Mozart ou de Brahms ou de tout ça, je fais quelque chose qui sort de moi et c'est peut-être cette sincérité-là que les gens perçoivent. Alors je ne dis pas que vos comédies, parce que ce ne sont pas précisément des musiques comiques sur des films comiques, ça vous l'avez dit plusieurs fois, mais les comédies qui sortaient à l'époque et qui étaient des comédies entraînantes, un tout petit peu mélancoliques, avec des acteurs comme De Funès, Richard, etc., on reconnaissait quand même un petit peu à ces identifiants la musique de Cosma. On aurait pu tout à fait se gourer parce que c'était pas sûr et certain. On n'avait pas la certitude que c'était de vous. Mais il y avait quand même l'interrogation et après éventuellement le doute et puis ensuite une petite certitude que c'était vous qui l'aviez fait. Écoutez, ce qui est autre chose pour répondre à votre question, c'est que mes musiques ne sont jamais comiques. Même les musiques des comédies les plus évidentes, la musique du Grand Blond avec une chaussure noire, la musique de Rabbi Jacob, sont des musiques écrites, ce ne sont pas des musiques comiques. On les joue, vous les jouez à la radio, les gens ne sont pas morts de rire en écoutant ces musiques. Il y a une forme de tendresse, une forme de mélancolie qui vient aussi du fait que ce sont des musiques écrites en mode mineur. Le mode mineur est utilisé par des compositeurs pour des films d'amour, pour des scènes douloureuses, dramatiques, etc. Et le mode majeur est utilisé pour les comédies, pour les films entraînants, etc. Or, il se fait que toutes mes musiques, ou presque toutes les musiques connues, sont écrites en mode mineur. Elles devaient faire pleurer, alors qu'elles sont là pour faire rire, soi-disant. Donc, oui, mais est-ce que c'est vrai, par exemple, pour L'aile ou la cuisse ou La zizanie, qui sont des comédies très entraînantes, très gaies, très enjouées
Là, vraiment, c'est une osmose, je trouve, entre le film et la musique. D'ailleurs, je pense que vous l'avez fait pour ça, d'ailleurs. Oui. Mais bon, il y a vraiment un côté, je dirais, une osmose, oui, entre les deux. Oui, écoutez, vous avez raison, peut-être ces deux films que vous citez sont des films écrits en mode majeur, contrairement aux autres films que je viens de vous citer, qui sont écrits en mode mineur. Oui, donc Mais ce sont pas des exceptions, mais presque. ce sont des Ce sont des exceptions. exceptions. Des exceptions. Sur les 500 que vous avez faites. Oui, oui. Alors, Jérôme Oui, Bénard alors, regarde les messages. je regarde les messages, mais en fait, avant qu'on lance le disque suivant, je voulais en venir à un des films les plus connus dont vous avez composé la musique, qui effectivement, même les deux films, voire les trois, si on pousse la série, mais c'est La Boum. La Boum, c'est un film assez parisien. C'est un film d'une France, ce qu'on a appelé la France de Pompidou, même si c'est tourné sous Valéry Giscard d'Estaing, beaucoup plus heureuse qu'aujourd'hui. Ça, tous les commentateurs le disent. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce film et dans ses composantes, je pense qu'on oublie souvent que le romancier Patrick Besson a été un de ceux qui ont contribué au scénario. Ah oui. Oui, oui. Et puis vous-même, en signant une musique à la fois très moderne, mais qui reste aussi comme une des expressions majeures pour les inconditionnels qui connaissent bien votre musique. Voilà, on reçoit des messages d'auditeurs vraiment très heureux de vous entendre ce midi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur effectivement ces musiques de films qui s'adressaient aussi à la jeunesse et qui vous ont comment dire, un nouveau palier dans aussi la connaissance de votre musique qu'ont eu les Français? Ça a fait boum. Ça fait boum, 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 même. Et deux boum. Oui. Il a failli y en avoir une troisième, d'ailleurs, je crois. Il y a eu l'étudiante. Oui, l'étudiante, ouais, qui est une sorte de troisième, effectivement, oui. De Pinotto, ouais. Les trois films de Claude Pinotto, voilà, au départ avec Brigitte Fossé, Claude Brasseur. Bien pour entendu, les deux premières. Oui, oui. Écoutez, Denise Gray. Denise Gray, oui. C'est une expérience heureuse, la rencontre avec la Boum et avec la Boum 2 et l'étudiante, et avec Gérard Loury et surtout avec Daniel Thompson, qui a écrit les scénarios et elle a écrit les histoires mises en scène par Claude Pinotto. Si vous voulez, j'ai écrit cette musique, je parle notamment de la Boum 1, en cherchant un thème émouvant et une musique tout simplement. C'est-à-dire que le thème trouvé aurait pu être un thème d'une œuvre classique, d'une symphonie, traité différemment, orchestré différemment. Je n'ai pas essayé de faire une musique jeune, qui fasse boom, qui fasse tout ça. Si vous voyez la musique, si vous l'écoutez en tant que musique, vous vous rendez compte qu'elle n'a pas les ingrédients qu'ont d'habitude ce genre de musique. Et j'ai eu un peu de mal, une fois que j'ai trouvé le thème du film, qui est une mélodie, je vous dis, tout à fait classique, écrite sur les canevas ce qui aurait pu être une symphonie de Brahms ou de quelqu'un, j'ai dû la transformer par l'orchestration, par la vision d'arrangeur que j'ai eue, pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une espèce d'hymne national de la jeunesse et des jeunes, puisque la musique est devenue, au moment où je l'ai écrite, la musique préférée des jeunes, et elle est restée depuis 50 ans
il n'y a pas une musique qui a remplacé dans le cœur des jeunes la force de la musique de la boum. C'est toujours... les jeunes s'identifient à cette musique, alors que ce n'est pas du tout une musique écrite pour les jeunes, etc. Les miracles de la musique, nous allons peut-être écouter La Boum 2, même certainement. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Voilà, c'était Your Eyes, extrait de la bande originale de La Boum 2 avec Sophie Marceau, que nous n'avions pas cité, et film de 1982 déjà. À mon avis, la musique est meilleure que l'actrice principale. Mais c'est très méchant, mais je crois que Sophie Marceau n'était pas une bonne actrice. Je pense que la musique a beaucoup fait pour son succès, et peut-être même Brasseur et Fosset aussi. Oui. Et puis la réalisation de Pinotto, qui était pas un grand cinéaste, mais qui était un bon monteur et un bon fabricant, un bon artisan, je pense, du cinéma français, qui a fait beaucoup d'autres films, des polars comme Le Silencieux, L'Homme en colère, La 7e cible d'ailleurs aussi, que vous avez musiqué avec Lino Ventura. Concerto de violon et superbe. Superbe. Écoutez, je ne partage pas votre analyse. Je me doute. Sur Sophie Marceau, que je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et d'ailleurs, si vous voulez, quand elle est venue, qu'elle a été choisie pour la boum, elle n'est pas venue pour jouer. Elle est venue accompagnée des copines qui se présentaient pour être engagées pour le rôle. Et quand les metteurs en scène, tout ça, l'ont vu venir, elle dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je suis venu accompagner mes copines. Est-ce que vous voulez pas faire un essai, peut-être et ils lui ont fait un essai sur une des scènes de la boum. Et elle l'a emporté haut la main. C'est-à-dire qu'elle dégageait, elle était tellement évidente que c'est elle que... voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Pinotto avait fait avec Ventura aussi La Gifle, qui était une comédie sur la jeunesse en quelque sorte, et qu'il avait déjà découvert Isabelle Adjani. Donc c'est un découvreur de jeunes actrices. Oui, hein, c'est vrai. Et Elisabeth Bourvil, même dans la 7e cible. Oui, absolument. J'ai quelques questions d'auditeurs. Paul nous demande si certaines de vos musiques ont été reprises par la publicité. Ah oui, beaucoup de mes musiques sont, notamment la boum et d'autres, ont été reprises par la publicité, et qui est une sorte de preuve du succès d'une musique. Puisque quand la publicité prend et reprend vos musiques, ça veut dire qu'elle rapporte de l'audience ou de l'écoute. D'ailleurs, je salue Nicolas Druel, un ami qui nous écoute et dont ses propres musiques ont été reprises par la publicité. Donc Nicolas, nous te saluons. Autre question de quelqu'un qui tenait à saluer chez vous un défenseur des gréco-catholiques. Effectivement, nous ne sommes pas loin de la chapelle où chaque dimanche est dite la messe gréco-catholique roumaine à Paris. Mais il est quoi ce monsieur? Il est auditeur. Et gréco-catholique? Non, il n'est pas gréco-catholique, mais il sait que voilà, il voulait évoquer là. Pourquoi vous me parlez de gréco-catholique? Parce que j'ai reçu un message d'un auditeur. Ah bon, qui nous demande d'évoquer la question. Dans la précédente émission, je vous avais posé la question spirituellement quand vous étiez rattaché, vous aviez répondu. Je suis gréco-catholique. Voilà. Donc, nous saluons nos amis s'ils nous écoutent, puisque j'ai eu moi-même l'honneur de faire une émission sur France Culture à leur sujet. Donc, autre question de cette personne, plutôt après avoir salué les gréco-catholiques, elle voudrait savoir si vous avez écrit des opéras. J'ai écrit, oui, un opéra qui s'appelle Marius et Fanny, d'après Marcel Pagnol, qui a été donné à l'opéra de Marseille, qui a été créé à l'Opéra de Marseille et sur plusieurs scènes.
Voilà, Voilà, d'ailleurs. notre auditeur a sa réponse. D'ailleurs, j'ai eu hier un coup de téléphone d'Aubagne qui, par rapport à Marius et Fanny, etc., qui me demandait, il me disait que le maire d'Aubagne souhaiterait appeler le conservatoire d'Aubagne, Aubagne étant la ville où est né Marcel Pagnol. Il voulait appeler le conservateur Vladimir Cosma. Et si j'étais d'accord avec ça, j'ai dit oui. Mais c'est aussi la ville de la Légion étrangère. Mais donc il y a une rue Euh, Vladimir Cosma à Donc, Aubagne. non, il va y avoir Non, il va y avoir un le conservatoire. 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 Très bonne La rue, ça nouvelle. sera pour après, à mon avis. Hein. Peut-être. Je crois Félicitations Ou à Bucarest, à la mairie peut-être. d'Aubagne. que les noms, on les donne après la mort Oui, en général, oui. de... Oui. Pas toujours, mais... Dans le cas de Gérard ça, non. Houry, par exemple, dont il y a la rue à côté du boulevard Haussmann et de l'avenue Friedland. Il y a un square. Oui, c'est ça, un quelque square chose. et un carrefour, vous avez la rue Oui. Gérard Houry. Et ça, je pense que c'est quand même intervenu effectivement après sa mort. Pareil pour Michel Audiard, au but de Chaumont, par exemple, dans le 13e. Oui. Alors, nous évoquions à l'instant Marcel Pagnol. Vous avez également signé les musiques de deux grands films de 1990, La gloire de mon père et Le château de ma mère, qui ont été des énormes succès du cinéma français. Donc, est-ce que vous avez justement un rapport personnel à Marcel Pagnol et plus largement à la Provence que vous inspire la Provence Écoutez, c'est une région que j'adore et où j'ai pris l'habitude de passer mes vacances à la mer et notamment près de Marseille et près de la région où a vécu et écrit Marcel Pagnol. Mais les films d'Yves Robert, La gloire de mon père et Château de ma mère, ont déclenché en moi définitivement cet amour pour cette région. D'accord. Et donc aussi pour ces écrivains qui sont nombreux et alors on écrit moins en provençal aujourd'hui, mais on sait que toute la résurgence du félibrige provençal au XIXe siècle a atteint jusqu'aux rives de la Roumanie et qu'il y avait des contacts d'ailleurs, puisque la langue d'oc est une langue spécifique au sein de l'espace latin et ce n'est pas du tout un dialecte, mais bien une langue autonome. Oui. Que certains défendent avec acharnement, et on peut aussi les saluer, parce que la diversité linguistique de l'espace latin est très importante. On va peut-être écouter justement l'un des passages musicaux les plus caractéristiques de ces deux films. Je crois que c'est Le château de ma mère. Voilà, sous les applaudissements de l'enregistrement, c'était la valse d'Augustine, extrait de la bande originale du Château de ma mère, composé par Vladimir Cosma, qui est notre invité en ce jeudi de l'Ascension sur Radio Courtoisie. Il nous reste une vingtaine de minutes pour parler de son œuvre, parler de la grande musique. D'ailleurs, comment jugez-vous l'évolution actuelle de la grande musique européenne ? Quel est votre avis sur le virage, par exemple, qui avait pu être pris vers la musique sérielle, la musique atonale? Qu'est-ce que ces expérimentations musicales ont déclenché chez vous comme réaction Écoutez, ça a déclenché deux sortes de réactions. D'abord, des réactions personnelles par rapport à mon goût. J'étais pas à la recherche d'un langage qui transforme la musique, qui la rend atonale, ou je trouvais que la tonalité était quelque chose d'important pour la musique et ça crée les fondements de la musique. Mais en même temps, je ne suis pas contre les innovations et tout ce qu'on peut faire que la musique aille de l'avant. Mais si on regarde l'histoire de la musique depuis quelques centaines d'années,
on s'aperçoit que la musique n'avance pas dans la direction d'une atonalité ou de quelque chose de décaphonisme de la musique sérielle. Alors, il y a M. Schoenberg qui a décidé tout d'un coup que la musique faisait du surplace et qu'il fallait trouver un système pour la rendre nouvelle. Comme s'il y avait un sens de l'histoire de la musique. Voilà, exactement. Alors, il a trouvé cette technique du dodécaphonisme, qui est une technique plus purement intellectuelle, c'est-à-dire qu'on décide qu'on ne joue pas une note avant de jouer les 11 dodécaphoniques. On joue les 11 notes avant, donc c'est quelque chose de cérébral qui a un tout petit peu intéressé une certaine frange du public pendant quelques décennies. Et puis maintenant, avec le temps dans lequel on vit, on se rend compte que c'était une sorte de feu de paille, puisque on revient à la musique dite classique et on essaye de trouver le renouvellement par les voies de l'inspiration. Qu'est-ce que c'est l'inspiration? Ça, c'est une vaste discussion. Mais pas d'une manière de fabriquer du nouveau avec la pensée intellectuelle. Une autre question d'un auditeur, c'est de savoir de quels grands compositeurs qui vous ont précédé, vous sentez-vous, desquels vous pouvez vous sentir le plus proche par tout simplement le goût musical pour leur œuvre? Mais écoutez, je vais être un peu banal dans ce choix-là. Si je vous dis Maurice Ravel, qui a le sens de la mélodie extraordinaire et en même temps de la couleur orchestrale qui le rend moderne, alors que les procédés qu'il emploie ne sont pas du tout modernistes. Donc voilà pour notre auditeur qui aura eu sa réponse. Une autre question, mais vous y avez déjà répondu d'une certaine façon, qui était de savoir si vous aviez des interactions en tant que compositeur avec les réalisateurs ou les acteurs. Vous nous disiez qu'en fait, vous ne composiez pas une musique pour un film donné, mais comme composition au sens général. Oui, c'est vrai, mais j'ai quand même un particulier intérêt par rapport aux acteurs qui jouent dans les films. C'est-à-dire que le caractère de l'acteur, si c'est De Funès, ce n'est pas du tout le même caractère que Pierre Richard, par exemple, que vous venez de nommer. Donc, une musique de moi, faire sur une même scène, jouée par De Funès, n'aura pas du tout la même couleur que jouée par Pierre Richard. Pierre Richard me donne accès à une couleur beaucoup plus près de la comédie musicale américaine, avec une certaine désinvolture, alors que De Funès est beaucoup plus nerveux dans ses gestes, et donc sur la même poursuite, sur la même séquence, j'écrirai deux musiques complètement différentes. Donc c'est pas tellement le film, le sujet du film, mais le jeu de l'acteur ont sur moi, musicien. Mais alors, comment vous auriez fait si Pierre Richard avait tourné dans L'aile ou la cuisse avec De Funès? Vous auriez été obligé de composer avec les deux, ça n'aurait pas été évident. Mais c'est pas la même musique. Non, mais une musique différente. Mais est-ce que vous auriez plutôt joué sur De Funès, sur Pierre Richard, ou vous auriez essayé de jouer sur les deux et sur le film en général? Voilà, j'aurais essayé de jouer sur les deux, puisque c'est deux acteurs, deux apparitions différentes. Ils jouent pas la même scène tous les deux, ils jouent des scènes différentes, et notamment dans ce film-là. Mais j'aurais joué la carte Pierre Richard sur Pierre Richard, De Funès sur De Funès, etc. Maintenant, Coluche est intervenu, qui m'a donné une nouvelle couleur. Oui. Une couleur qui n'est ni la couleur de Pierre Richard, ni la couleur de De Funès. C'est quelque chose de nouveau. Justement, nous avons
prévu d'écouter l'aile ou la cuisse, et plus précisément son concerto gastronomique, puisque je crois que c'est le nom que vous lui avez donné. C'était donc le concerto gastronomique extrait de la bande originale de l'aile ou la cuisse, voilà, enregistré par Vladimir Cosma avec l'Orchestre national de Roumanie. Et en studio, Vladimir Cosma nous faisait remarquer qu'on y entendait un passage de cymbalum, qui est vraiment un des instruments traditionnels, on peut dire avec la flûte de Pan également, de Roumanie, et très caractéristique de ce pays. C'était le dernier extrait que nous entendrons, que nous écouterons aujourd'hui, en espérant qu'il vous a mis en appétit, puisque l'aile ou la cuisse fut quand même le premier film sur ce qu'on appelle désormais du néologisme de malbouffe. Ah oui, oui, oui. Voilà, qui était encore un film en avance sur son temps, puisque son sujet est d'une grande actualité. Avant de passer la parole à Florine Popescu, qui voudrait faire une petite rubrique nécrologique tout à fait justifiée, Arnaud Guyojanin, avez-vous encore une question ? Moi, j'en aurais une. Vas-y. Alors moi, outre des coffrets CD, je crois que vous en préparez d'ailleurs un nouveau, vous rééditez volontiers de nouveau certains de vos plus grands succès sous forme de disques vinyles. Que pensez-vous de ce support ? S'agit-il d'une nostalgie pour l'objet de la part de ceux qui en achètent, ou possède-t-il des qualités sonores qui lui sont propres par rapport aux autres modes de restitution de la musique ? Écoutez, contrairement à ce que l'on dit, il possède des caractéristiques propres, mais qui sont en sa défaveur. C'est-à-dire que le disque, le CD classique, qui est devenu classique, et qui ne se vend beaucoup moins maintenant, ou pas du tout, est beaucoup plus riche en harmonique et en qualité sonore. Le 33 tours est resté une espèce d'icône, et vous avez là quelque chose d'intéressant à me dire par rapport oui, non, j'ai une autre question très intéressante d'un auditeur qui s'est déjà exprimé, mais que je relis avec plaisir. Une toute dernière question, nous dit-il, pourquoi n'entend-on plus les chœurs féminins dans la musique de film, comme ça a été le cas dans le dernier extrait, où il y a une présence de chœurs féminins ? Pourquoi il n'y a pas ? Il n'y a plus aujourd'hui, cet auditeur trouve que malheureusement les chœurs féminins ont disparu des musiques de films les plus contemporaines. J'étais pas au courant. Pas au courant de cette caractéristique de notre époque. Au contraire, j'avais l'impression qu'on entendait de plus en plus de femmes, et qu'on utilisait de plus en plus les femmes comme pour diriger, pour chanter, pour faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est pas faux. Ça peut aller de pair. Voilà. Écoutez, merci de cette réponse. Notre émission touche à sa fin. Je rappelle vos mémoires, Vladimir Cosma, toujours disponible chez Plomb. Mes mémoires du rêve à reality, paru en 2022, que vous pourrez acquérir la semaine prochaine, 4 juin, à partir de 18h, au 189 rue Saint-Dominique, l'excellent restaurant Doina. Je passe pour quelques courtes minutes la parole à Florine Popescu, qui sera aussi présent le 4 juin, puisque c'est lui qui a organisé cette rencontre avec Vladimir Cosma, qui veut nous évoquer sur un autre plan que ce qui nous a occupé aujourd'hui, la mémoire d'un cinéaste français, Jean-François Davy, qui s'est éteint le 3 mai. Oui, donc j'aimerais lui rendre un hommage à Jean-François Davy, qui est mort la veille de ses 80 ans. Et donc, c'est un cinéaste qui a commencé comme assistant metteur en scène sur le film de Luc Moulet en 65, Brigitte et Brigitte. Et Jean-François Davy voulait il connaissait tous les cinéastes de la Nouvelle Vague de l'époque, et il voulait lui-même faire un cinéma façon Nouvelle Vague. Et donc, comme ça n'a pas marché, il est allé vers... donc, son premier film s'appelle Attentat, avec Claude Melki, et qu'il a tourné pour 30 000 francs à l'époque, sur l'OS. Après, il est allé vers un cinéma érotique et pornographique.
Ah là 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 Voilà, là. donc à cette époque-là. Voilà. Quelle chute! Il a tourné un film qui s'appelle Exhibition en 1975, qui était au départ classé art et essai le film, et après il était déclassé pour être classé film X. Et c'était un très gros succès commercial. Il a fait plus de 7 millions d'entrées. Après, il y a eu le numéro 2, après Exhibition en 79. Il a fait aussi quelques films classiques. Et il est revenu vers le cinéma traditionnel. Et il est aussi à l'origine d'une collection de cassettes VHS dans les années 80 qui s'appelle Les films de ma vie. Avec François Truffaut, donc il a édité, ça a très bien marché. Après, il a fait faillite. En fait, la carrière de David, c'est ça. Il fait un gros succès. Après, il fait un film qui ne marche absolument pas, avec des hauts et des bas. Et donc, voilà, je voulais lui rendre hommage. Et je voulais dire aussi à Monsieur Cosma, si vous avez déjà fait de la musique, des films porno ou érotiques, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout, avant que ce soit classé X par Giscard d'Estaing, on allait voir on allait voir exhibition sur les Champs-Élysées, il n'y avait pas de classement X avant. C'était le premier film aussi porno projeté sur Canal+. Mm. Et j'ai vu que vous avez fait 2 films avec Jess Franco, le cinéaste espagnol. Oui, écoutez, il n'y avait peut-être pas de mise à l'écart des films pornographiques, mais ils n'étaient pas très bien vus. Et la preuve, c'est que moi, j'en ai fait des films X ou pornographiques, mais je ne les signais pas. Je les signais sous pseudonyme. Et donc, j'étais pas très glorieux d'avoir fait ces films-là. Et comment est-ce qu'ils vous ont contacté, les metteurs en scène, pour que vous fassiez leur musique comment ça s'est passé? Mais il s'est passé à mes débuts où j'avais besoin, je me suis acheté une maison à Garches où des cinéastes sont venus pour tourner, pour me demander de louer la maison pour tourner des films X. Donc j'ai loué cette maison que j'avais besoin de faire des travaux, etc. Merci Voilà. beaucoup Vladimir Cosma pour cette ultime anecdote, mais nous devons rendre l'antenne. Merci à tous Merci. d'avoir écouté et merci surtout à Vladimir Cosma.